Donc, je suis Guillaume Desfontaines et j'accompagne le film de Rachid Bouchareb, Nos Frangins, qui est passé hier soir dans la sélection Cannes Première. Rachid Bouchareb, en fait, on se connaissait un petit peu parce que j'ai fait plusieurs films avec Bruno Dumont et qui est produit par Rachid Bouchareb. Et en fait, voilà, ma collaboration avec Bruno Dumont est arrivée à sa fin il y a quelques temps déjà. Et j'étais sur la post-production d'un film que je venais de faire, un film de Philippe Le Guay. Et la post-production de ce film a été dirigée par Cédric Etouati, qui est en fait le directeur de production de Rachid Bouchareb. Et Rachid cherchait un chef opérateur. Cédric, voilà, on se connaît bien, on a fait beaucoup de films ensemble. Et il s'est dit que c'était une rencontre intéressante. Donc voilà, ça s'est fait par le biais de Cédric Etouati, qui a senti les choses comme ça. Et je pense qu'il ne s'est pas trompé, parce que ça a été une vraie rencontre. C'est une vaste question parce que, en fait, le scénario de Rachid Bouchareb, il y a plusieurs scénarios dans le monde de Rachid. Il y a celui qui est écrit et il y a celui qu'il veut faire, qui est en fait dans sa tête et qu'il va transmettre soit effectivement sur papier, soit plutôt par oral en fait. Mais en fait, assez rapidement, on rentre dans un dialogue où on redécouvre le film. Donc en fait, c'est une découverte qui s'est faite en deux temps. La première étape, évidemment, c'est qu'on rentre dans un événement d'actualité qui, évidemment, touche ma génération. Moi, je me suis senti immédiatement, directement impacté par ce sujet. J'étais dans ces émeutes, j'étais dans ces manifestations, j'étais dans cette problématique de la réforme scolaire, universitaire, en 1986. Voilà, j'ai été tout de suite extrêmement touché par l'histoire. Et en même temps, très en appétit de découvrir l'univers de Rachid. Voilà, que j'ai découvert par la suite. Un autre monde. Assez rapidement, ouais, absolument. Mais c'est pas vraiment dans le scénario. Le scénario fait appel à un événement d'actualité. Donc il y a tout un ensemble d'images d'archives qui apparaissent tout de suite dans l'histoire, dans la narration. Ça passe beaucoup par ce biais-là. Et pourtant, il faut effectivement mêler la fiction et l'archive, l'actualité de l'époque. Donc rentrer la fiction dans l'époque et après faire ce travail de jonction entre des images d'archives qui sont extrêmement détériorées, qui sont de très mauvaise qualité, qui sont pour la plupart faites de nuit. En 1986, les événements, la plupart des manifestations, des événements lourds dont le film parle sont de nuit. Donc en fait, il y avait une qualité technique et puis aussi une intégration narrative qu'il fallait faire. Donc oui, il y avait tout un ensemble de paramètres à essayer de mettre en phase. Rachid, en fait, il avait très vite, en fait, il était très très investi sur ce film. C'est un film qu'il avait très très envie de faire depuis très longtemps, en fait. Il nourrissait vraiment une vraie envie de revenir à un cinéma qui était ses thématiques moteurs, ses thématiques d'origine indigène, hors-la-loi, cette approche, liée à une culture post-coloniale. Enfin, il y avait vraiment la question de l'intégration. Enfin, voilà, c'était vraiment dans ce cadre-là qu'il voulait faire ce film. Et donc, effectivement, il avait tout un ensemble de recherches qu'il avait déjà faites et il savait très bien vers quoi il voulait aller. Et donc, très rapidement, il m'a présenté, si tu veux, des références de films. Qui m'ont servi tout de suite en fait. Ça a été très, très révélateur, c'est très fort l'univers qu'il avait en tête. C'était à la fois un mélange assez contradictoire en fin de compte, entre un cinéma des références assez hollywoodiennes, comme par exemple Amos Violent Year, et en même temps un cinéma beaucoup plus indépendant, beaucoup plus, je dirais pas ethnique, mais plus mondial, plus international, qui était comme un film chilien de Pablo Larraín, qui s'appelle No. Voilà, qui est vraiment ces deux univers totalement différents. L'un est plus tourné vers le documentaire, le réalisme d'un documentaire, et l'autre beaucoup plus tourné vers une fiction très hollywoodienne. Donc les références étaient assez antinomiques, et il a fallu encore une fois marier ces deux univers dans un film qui est très français, dans une problématique très parisienne. Voilà. C'était un monde chilien, un monde hollywoodien, mais on est à Paris en 86. On a fait beaucoup de tests, énormément de tests. On a
on est parti sur l'idée issue de ces références-là. Il y avait une certaine volonté de faire une image à la fois d'époque mais moderne. Une image assez définie, assez piquée. Donc je me suis orienté tout de suite vers des optiques qui allaient pouvoir à la fois faire prendre une sorte de mayonnaise pour rentrer dans cette époque-là de 86 et en même temps tendre vers quelque chose d'assez moderne. Et donc voilà, j'ai choisi pas mal d'optiques, on a comparé beaucoup de choses. Mais finalement, ce qui s'est avéré vraiment clairement le choix qui plaisait le plus à Rachid, c'était la combinaison des Zeiss des Zeiss Supreme et de la Red Monstro. Voilà. Qui passait à la moulinette dans un workflow avec un travail de lutte, justement pour trouver des références, encore une fois, beaucoup de références qui étaient très intéressantes sur le film, pour tendre vers une colorimétrie voilà, qui collait assez bien à l'époque. Voilà, donc on a travaillé avec Richard Dezy sur la fabrication d'une lutte qui allait aller dans ce sens-là. Donc voilà, donc on a choisi la Red, on a choisi les Zeiss Supreme. On a combiné à ça une deuxième caméra qui était plus mobile, qui nous a permis de monter sur les motos, d'être plus dans l'action, qui était la Red Komodo, que j'utilisais pour la première fois. Tout petit appareil avec une série aussi Géo. On avait une série grande ouverture qui était recarrossée par TSF. Sublime série. Très très beau travail de recarrossage. Il y a eu un travail parallèle en fait. Il y a eu un travail parallèle à ça parce qu'on devait effectivement fabriquer les images d'archives. Parce que les images d'archives dont on disposait sur le film étaient pour la plupart très détériorées, très incertaines. On ne savait pas exactement ce qu'on allait avoir au bout du compte. Donc très rapidement s'est posée la question de la fabrication d'images d'archives. Donc on m'a proposé 10 000 façons de le faire. Et notamment effectivement d'utiliser des caméras un peu plus modernes, d'utiliser de la pellicule et de retravailler ça en post-production. Donc on a fait des tests. On a essayé des SDX 900 qui sont des caméras numériques tri-CCD en 2 tiers de pouce. On a essayé de la pellicule en 16 mm avec des zooms. Enfin voilà, on a essayé de recréer un peu cet univers d'images d'archives qui est donc à la base une image issue de caméras humatiques à tube, avec des phénomènes de rémanence, des phénomènes de drop, tout un univers vidéo que je n'ai jamais pu retrouver sur cette base de caméras modernes. Même en passant par la pellicule, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas du tout. La pellicule pouvait éventuellement être un support en soi, parce qu'il y a des images de cette époque-là, qui étaient faites en Super 16 ou en 16. Mais ce n'était pas la direction. Enfin, en tout cas, elle a été abandonnée assez rapidement. Assez vite, Frédéric Vallet de TSF me dit « Écoute, j'ai croisé un assistant opérateur qui a une caméra qui date des années 80, une espèce de cube en plastique, voilà, un truc bolchevique d'époque. Il l'avait vu, il m'a dit « Voilà, je te donne le contact, Marc Dumontet. Tu prends contact avec lui, ça va être quelqu'un qui va t'aider. » Et je rencontre Marc Dumontet qui a une caméra tritube, une tête en fait, une tête de caméra, et on a redécouvert la fabrication de ces images-là avec le preheat de ces appareils. Enfin, ça a été extrêmement intéressant d'utiliser du coup, si vous voulez, le signal de ces caméras tritube qui, passant par une up conversion pour les transformer en HD et rentrer dans un recorder numérique. Parce qu'évidemment, on n'allait pas se trimballer avec un enregistreur humatique sur des motos dans Paris. Aujourd'hui, on a un rythme de tournage qui est pas frénétique, mais extrêmement rapide. Donc on ne peut pas se permettre de tourner avec des caméras humatiques. Donc on a mis en place un dispositif donc, sur une base de tubes, de caméras tritube, enregistrées en numérique HD, en respectant le ratio 1:33, 4 tiers, avec des objectifs en monture B4 d'époque, des petits zooms, je me souviens plus ce qu'on avait, on en avait plusieurs, on avait un Fujinon, on avait plusieurs types de zooms, plutôt courte focale parce que c'est toujours des trucs très proches des acteurs. Et on a obtenu chez M141, Thibaut Cartero m'a proposé de passer ces images par un recorder humatique en post-production. Ce qui m'a évité d'avoir à faire ça au tournage.
Donc j'ai pu vraiment aligner les images d'archives aux images que l'on faisait nous, avec nos personnages, grâce à cette combinaison-là de tritube et de humatique au laboratoire, tout en ayant une caméra hyper compacte. Il y en a une configuration de tournage très efficace. Donc ça me permettait de passer d'une caméra de fiction, la RED, à une caméra de reportage, cette caméra vidéo. Ben ça, c'est vraiment un travail de lumière, en fait. Ça, c'est vraiment un travail de lumière. En lumière, en fait, il y avait effectivement cette volonté d'aller vers un cinéma de genre. Euh, donc assez rapidement, Rachid voulait aller vers quelque chose de très sombre. Voilà, le film est nocturne, à 90% de nuit, dans des rues éclairées au sodium dans les années 80. On n'est pas du tout dans un univers contemporain d'aujourd'hui, avec des éclairages LED, des rues très éclairées. Donc on était beaucoup plus dans un univers très chaud, nocturne, éclairé au sodium d'époque, et voilà, des ambiances de jour très rares, très froides, puisqu'on est en hiver, en mois de décembre, tout se passe en mois de décembre. C'était une combinaison pas évidente parce qu'on tournait à Bordeaux en fait. Le film s'est tourné intégralement à Bordeaux. Tout le quartier latin, on l'a reconstitué dans les petites rues de Bordeaux, du centre-ville. Parce que tourner à Paris c'est très compliqué, le film s'est orienté vers Bordeaux. Voilà, malgré ça, la couleur de la pierre, la lumière, on n'est pas sur des ambiances hivernales parisiennes. Voilà, donc il a fallu aussi orienter la filtration, le travail de post-production avec Richard Dezy, pour voilà, orienter le film vers des tonalités d'hiver, très en lien justement encore une fois avec des films comme le film de Christian Petzold, Barbara, c'est des tonalités comme ça très hivernales. Euh, et du coup, si vous voulez, on avait cette dualité de support entre la RED, qui est une caméra qui est à 2500 ISO, et une caméra vidéo qui est à peine, dans le meilleur des cas, à 125 ISO. Tout doublé, tourner en même temps les deux caméras. J'ai réussi à obtenir, avec le premier assistant, Arnaud Estérez, on a réussi à trouver une combinaison dans le plan de travail pour que les scènes, on puisse les tourner indépendamment les unes des autres. On tournait d'abord la fiction, puis la vidéo. Parce que tout le film, enfin pas tout le film, mais disons que toutes les scènes qui étaient susceptibles de sortir, soit par le support vidéo, soit par le support narratif, devaient être doublées. Et donc je devais permuter la lumière, j'avais obtenu ça, de pouvoir travailler une lumière très dense, très contrastée pour la fiction, et d'avoir tout à coup une permutation de lumière où tout à coup on faisait péter la baraque. Donc ces petits projecteurs, ces éclairages de fenêtres résiduels, d'éclairage urbain des années 80 qu'on a trouvé d'une manière extraordinaire à Bordeaux. Tout Bordeaux était éclairé au LED, au sodium. Donc on avait, pas toutes les rues, mais on avait juste au contraire à assombrir les rues. On éteignait plus qu'on allumait. Je procédais par soustraction en RED. Par contre, dès qu'on passait en vidéo, là on transformait ces petites sources de lumière avec des monstres, quoi. Ça devenait des Skypanel 360, ça devenait des HMI, des grosses sources, quoi. Vraiment des grosses sources. On a tapé très fort pour qu'on puisse passer de l'un à l'autre. Et ça j'ai eu la chance d'avoir Rachid qui a adhéré à ça, qui a vu l'intérêt aussi de pouvoir jouer sur ces deux modes de tournage. Un qui était très dans une caméra très fluide, avec des travelling, des mouvements très hollywoodien, voilà, d'un film noir, et de l'autre, un film très documentaire, caméra portée, très coup de poing, voilà, très dynamique, qui au contraire paradoxalement était très éclairé. Voilà. Donc voilà, c'était un jonglage permanent. Une scène particulièrement représentative du film est la scène de l'université. Parce que elle fait appel à vraiment un vrai mélange d'images d'archives et d'images de fiction, avec des mouvements de foule assez importants, gros dispositifs de figuration, de mise en scène, avec les CRS qui chargent, l'université de la Sorbonne qui est pleine à craquer d'étudiants, des amphis pleins qui sont tout à coup pris d'assaut par les CRS. Tout le monde est mis dehors. Enfin voilà, il y a tout un ensemble d'images qui doivent être fabriquées
en mélangeant la fiction avec la vidéo, le tout avec multicaméra. Il fallait essayer de capter ce mouvement pratiquement d'un seul tenant. On partait du parvis de l'université pour arriver jusque dans les amphis à l'intérieur. Le tout avec voilà, cette duplicité de format. Ça a été particulièrement compliqué à mettre en place. Et surtout que cette scène-là, elle est vraiment partie d'une image d'archive. C'est une image d'archive qui existe, vue de l'extérieur, où on voit, dans les images d'époque, les CRS chargés rentrer dans la Sorbonne. Donc on voit ces images-là qui sont extrêmement fortes, quoi. Voilà. Ils enfoncent les portes et ils rentrent, ils prennent d'assaut la Sorbonne. Et ça, nous, on devait partir de ça, raccorder à l'intérieur, rentrer avec eux et voilà, bousculer toute cette foule d'étudiants. Donc il y a eu une écriture, une démarche très intéressante de mise en scène et d'image et de lumière, justement pour pouvoir basculer d'un univers à l'autre, jouer sur le format narratif fictionnel avec nos personnages et la vidéo d'époque. Donc ça a été un gros dispositif à mettre en place, d'autant plus qu'on était dans la faculté de médecine de Bordeaux et non pas à la Sorbonne. Le travail des costumes était beaucoup en référence avec des travaux faits d'époque. Donc avec Ayat, on a beaucoup travaillé là-dessus. Elle m'a envoyé énormément de références. J'étais très angoissé sur les choix de couleurs. Voilà, j'avais besoin d'avoir des appuis de couleurs parce qu'évidemment, on partait sur des personnages principaux qui allaient être très ternes, parce qu'on était beaucoup dans une référence, encore une fois, aux films noirs, les films de Lumet. Il y a un côté presque noir et blanc dans le film, en fait. Quand on voit Reda Kateb dans son costume, dans son manteau, quelque part, on ne peut pas s'empêcher de penser à Humphrey Bogart, quoi, d'une certaine manière. Il y a dans ses choix de costumes quelque chose qui est vraiment en référence au film noir. C'est le côté massif, ce côté aussi dans qui va avec la structure du film, qui est déconstruit, le film totalement déconstruit à la façon d'un grand sommeil, d'une certaine manière, d'un grand silence. Donc le choix des costumes était à la fois d'aller vers un univers très monochrome avec ces costumes des personnages principaux, et à la fois trouver un agencement sur les arrière-plans avec des costumes plus années 80, plus flashy, avec ces couleurs, avec cet apport de rouge, de vert, ces touches en fait. C'est plus des touches de couleurs qui venaient plutôt dans les arrière-plans parmi les étudiants, qui frôlent encore les années 70 en fait. 86, finalement, on s'est permis d'aller chercher un petit peu des fins d'années 70, des choses qui sont un petit peu plus dans les couleurs. Voilà. Donc on a joué aussi sur aussi des textures. Hayat a proposé à Rachid des textures plus cuir, plastique, qui collent très très bien à ces années-là. Voilà. A contrario, Reda Kateb, lui, il est plutôt dans un très beau costume qui fait encore une fois référence au film noir. L'époque contemporaine est une époque qui renvoie à tellement d'événements passés. On ne peut pas s'empêcher de voir dans ce qui se passe aujourd'hui une actualité qui effectivement se répète. L'histoire se répète, les mouvements des étudiants, on en a eu il y a très peu de temps, les lycéens se sont battus il y a très peu de temps. On revoit tous ces événements devant nos yeux. L'exemple des voltigeurs, pareil, les gilets jaunes ont relancé cette problématique de l'intervention des voltigeurs. Ça ne s'appelle plus exactement comme ça, mais c'est le même dispositif. On est dans une actualité qui renvoie à ces années-là, clairement. Donc les années 80, elles sont là, elles sont maintenant, elles sont aujourd'hui. Voilà, la guerre froide, elle est pas terminée. En fait, on est en Berlin-Est, on n'est pas loin, quoi. Donc on est sur un retour aux années 80, voilà, clairement. Esthétiquement, on le voit aussi dans la mode, on le voit dans effectivement une multitude de films qui effectivement renvoient à ces périodes-là. Moi, je l'interprète comme ça, personnellement. C'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'effectivement, on se connaissait sans se connaître. Producteur, metteur en scène, c'est deux choses différentes. Et là, c'est la même personne. Producteur, metteur en scène, c'est la même personne. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Rachid, en fait, il a vraiment une capacité à emmener les gens. Il a vraiment cette culture
voilà, qui est vraiment dans la façon de, voilà, de rassembler, qui passe par l'oral en fait. Et il vous emmène dans son univers. Donc en fait, j'ai été complètement happé et j'avais toutes ces références en tête. Il m'a nourri de tout ça. Et bon, moi évidemment, j'avais un peu aussi mon idée sur voilà, ce que le scénario m'avait inspiré. Sur aussi, je traduisais un peu aussi ce qu'il avait en tête, qui n'était pas forcément très clair, voire même totalement contradictoire. Donc il y avait effectivement un besoin voilà, de remettre tout ça un peu dans l'ordre, de voir comment tout ça peut rentrer sur l'écran au final. Donc il a fallu effectivement, par exemple, la question de faire un film presque à la première personne. La mort de Malik Oussekine, c'est quelque chose que j'avais du mal à envisager comme ça sur une caméra très fluide, très narrative, très en distance. Pour moi, c'était quelque chose qui était beaucoup plus proche, beaucoup plus organique, proche des acteurs. J'avais proposé ça assez vite à Rachid, mais lui, il n'avait pas du tout ça en tête. Et donc, en fait, la combinaison finalement de ces deux supports m'a permis, par exemple, de ramener cette caméra à l'épaule, très organique, par le biais de cette caméra vidéo. Voilà, donc alors, on s'est trouvé comme ça, en fait. On s'est rencontrés sur voilà, une convergence d'intentions, une convergence euh, d'énergie, parce qu'il y a eu une énergie énorme, en fait, dans tout ça. Donc, voilà, j'ai trouvé ça euh, très fort, quoi. C'est une vraie rencontre avec Rachid. Et j'espère qu'elle portera ses fruits. Le tournage a duré 7 semaines. Plus, on a eu un petit reliquat de tournage à Paris. On a quand même fait quelques petites choses à Paris avec les voltigeurs. Et la partie de la rue Fourcroy, la rue de là où habitait Malik Oussekine, qu'on a tourné dans une vraie chambre de bonne, dans le 17e arrondissement. Parce que c'était le seul endroit où il y avait vraiment une accroche avec les rues parisiennes. Donc on a eu voilà, 7 semaines à Bordeaux et je crois 4 jours, 3 jours à Paris. Le tournage était extrêmement rapide. Euh, on n'avait pas de gras. Franchement, on n'avait pas de gras sur ce film. Il a fallu vraiment aller très rapide, très, très vite. Euh, donc non, voilà, on aurait eu 8 semaines, ça aurait été plutôt pas mal. Mais bon, voilà, Rachid a aussi cette faculté de synthèse, cette faculté voilà, de rassembler aussi, pardon, de rassembler ses chefs de poste et d'aller droit à l'essentiel. Durant l'étalonnage, il y a eu tout ce travail sur les images d'archives, colossal. Donc de faire passer les images en pneumatique, de les faire revenir, de les aligner, de décontraster, recontraster, faire passer dans la moulinette de la lutte, ou pas, selon. Euh, il y avait tout un travail voilà, sur ces tonalités hivernales, la tonalité de la pierre, un travail aussi assez délicat sur voilà, des personnages auprès de qui on est quand même vraiment très proche en fait. On rentre à l'intérieur, on a des focales très longs, on était 200, 600 mm sur le film. Donc on a des très gros plans, donc il y a vraiment un travail sur la peau, travail sur les cheveux, il y avait des perruques sur le film, il a fallu voilà, affiner tout ça, il a fait un travail euh, d'orfèvrerie, quoi. Il a fait vraiment un travail absolument extraordinaire sur les peaux, sur les cheveux, euh, pour aller vers voilà, ces tonalités d'hiver. Euh, voilà, pour voilà, incarner ces personnages. Nos frangins en quelques mots, mais je pense que c'est un retour aux sources pour Rachid. Et je pense que c'est très émouvant. Il y a énormément d'émotions dans ce film. Je pense que c'est un film qui est vraiment concentré là-dessus. D'arriver à passer au travers du filtre de l'époque, du filtre de l'actualité, pour arriver à toucher à vraiment une corde très sensible humaine de ces histoires de familles qui ont été pulvérisées, fracassées pour des questions politiques. Et je pense que c'est ce qui est vraiment voilà, le cœur du cinéma de Rachid. Et j'ai été vraiment totalement voilà, comment dire, transporté par ça.
cette volonté de Rachid de revenir à ça, parce qu'il est passé par différentes étapes. Ses derniers films étaient plutôt des comédies, il était passé par d'autres biais, et là il revenait vraiment à cette source originelle. Et donc j'ai trouvé ça voilà, très fort, et je trouve que voilà, ce qui définit le plus le film, c'est voilà, c'est l'émotion des personnages.